Parmi les jeunes gens dont j'attirais les regards, il y en eut un que je distinguais moi-même, et sur qui mes yeux tombaient plus volontiers que sur les autres. J'aimais à le voir, sans me douter du plaisir que j'y trouvais. J'étais coquette pour les autres, et je ne l'étais pas pour lui. J'oubliais à lui plaire, et ne songeais qu'à le regarder. Apparemment que l'amour, la première fois qu'on en prend, commence avec cette bonne foi-là. Et peut-être que la douceur d'aimer interrompt le soin d'être aimable. Ce jeune homme, à son tour, m'examinait d'une façon toute différente de celle des autres. Elle était plus modeste, et pourtant plus attentive. Il y avait quelque chose de plus sérieux qui se passait entre lui et moi. Les autres applaudissaient ouvertement à mes charmes. Il me semblait que celui-ci les sentait. Du moins, je le soupçonnais quelquefois, mais si confusément que je n'aurais pu dire ce que je pensais de lui, non plus que ce que je pensais de moi. Tout ce que je sais, c'est que ses regards m'embarrassaient, que j'hésitais de les lui rendre, et que je les lui rendais toujours, que je ne voulais pas qu'il me vît y répondre, et que je n'étais pas fâchée qu'il l'eût vu. Enfin, on sortit de l'église, et je me souviens que j'en sortis lentement, que je retardais mes pas, que je regrettais la place que je quittais, et que je m'en allais avec un cœur à qui il manquait quelque chose et qui ne savait pas ce que c'était. Je dis qu'il ne le savait pas, c'est peut-être trop dire, car, en m'en allant, je retournais souvent la tête pour revoir encore le jeune homme que je laissais derrière moi. Mais je ne croyais pas me retourner pour lui. De son côté, il parlait à des personnes qui l'arrêtaient, et mes yeux rencontraient toujours les siens. La foule à la fin m'enveloppa et m'entraîna avec elle. Je me trouvai dans la rue et je pris tristement le chemin de la maison. Je ne pensais plus à mon ajustement en m'en retournant. Je négligeais ma figure et ne me souciais plus de la faire valoir. J'étais si rêveuse que je n'entendis pas le bruit d'un carrosse qui venait derrière moi, qui allait me renverser et dont le cocher s'enrouait à me crier « Gare !». Son dernier cri me tira de ma rêverie, mais le danger où je me vis m'étourdit si fort que je tombai en voulant fuir et me blessai le pied en tombant. Les chevaux n'avaient dit plus qu'un pas à faire pour marcher sur moi. Cela alarma tout le monde. On se mit à crier. Mais celui qui cria le plus fut le maître de cet équipage, qui en sortit aussitôt et qui vint à moi. J'étais encore à terre, d'où malgré mes efforts je n'avais pu me relever. On me releva pourtant, ou plutôt on m'enleva, car on vit bien qu'il m'était impossible de me soutenir. Mais jugez de mon étonnement, quand parmi ceux qui s'empressaient à me secourir, je reconnus le jeune homme que j'avais laissé à l'église. C'était lui à qui appartenait le carrosse. Sa maison n'était qu'à 2 pas plus loin, et ce fut où il voulut qu'on me transportât. Je ne vous dis point avec quel air d'inquiétude il s'y prit, ni combien il parut touché de mon accident. À travers le chagrin qui l'en marqua, je démêlai pourtant que le sort ne l'avait pas tant désobligé en m'arrêtant. « Prenez bien garde à mademoiselle, disait-il à ceux qui me tenaient. Portez-la doucement, ne vous pressez point. » Car dans ce moment, ce ne fut point à moi qu'il parla. Il me sembla qu'il s'en abstenait à cause de mon état et des circonstances, et qu'il ne se permettait d'être tendre que dans ses soins. De mon côté, je parlais aux autres, et ne lui dis rien non plus. Je n'osais même le regarder, ce qui faisait que j'en mourais d'envie. Aussi le regardai-je, toujours en osant, et je ne sais ce que mes yeux lui dirent. Mais les siens me firent une réponse si tendre qu'il fallait que les miens l'eussent méritée. Cela me fit rougir et me remua le cœur à un point qu'à peine m'aperçus-je de ce que je devenais. Je n'ai de ma vie été si agitée. Je ne saurais vous définir ce que je sentais. C'était un mélange de trouble, de plaisir et de peur. Oui, de peur, car une jeune fille qui en est là-dessus à son apprentissage ne sait point où tout cela l'amène. Ce sont des mouvements inconnus qui l'enveloppent, qui disposent d'elle, qu'elle ne possède point, qui la possèdent. Et la nouveauté de cet état l'alarme. Il est vrai qu'elle y trouve du plaisir, mais c'est un plaisir fait comme un danger. Sa pudeur même en est effrayée. Il y a quelque chose qui la menace
qui l'étourdit et qui prend déjà sur elle. On se demanderait volontiers dans ces instants-là, que vais-je devenir? Car, en vérité, l'amour ne nous trompe point. Dès qu'il se montre, il nous dit ce qu'il est et de quoi il sera question. L'âme, avec lui, sans la présence d'un maître qui la flatte, mais avec une autorité déclarée qui ne la consulte pas, et qui lui laisse hardiment les soupçons de son esclavage futur. Voilà ce qui m'a semblé de l'état où j'étais, et je pense aussi que c'est l'histoire de toutes les jeunes personnes de mon âge, en pareil cas. Enfin, on me porta chez Valville, c'était le nom du jeune homme en question, qui fit ouvrir une salle où l'on me mit sur un lit de repos. J'avais besoin de secours. Je sentais beaucoup de douleur à mon pied, et Valville envoya sur le champ chercher un chirurgien qui ne tarda pas à venir. Je passe quelques petites excuses que je lui fis dans l'intervalle, sur l'embarras que je lui causais, excuses communes que tout le monde sait faire, et auxquelles il répondit à la manière ordinaire. Ce qu'il y eut pourtant de particulier entre nous deux, c'est que je lui parlais de l'air d'une personne qui sent qu'il y a bien autre chose sur le tapis que des excuses, et qu'il me répondit d'un ton qui me préparait à voir entamer la matière. Nos regards même l'entamaient déjà. Il n'en jetait pas un sur moi qui ne signifiât « je vous aime ». Et moi, je ne savais que faire des miens, parce qu'il lui en aurait dit autant. Nous en étions, lui et moi, à ce muet entretien de nos cœurs, quand nous vîmes entrer le chirurgien, qui, sur le récit que lui fit Valville de mon accident, débuta par dire qu'il fallait voir mon pied. À cette proposition, je rougis d'abord par un sentiment de pudeur, et puis, en rougissant, pourtant je songeais que j'avais le plus joli petit pied du monde, que Valville allait le voir, que ce ne serait point ma faute, puisque la nécessité voulait que je le montrasse devant lui, ce qui était une bonne fortune pour moi, bonne fortune honnête et faite à souhait. Car on croyait qu'elle me faisait de la peine. On tâchait de m'y résoudre, et j'allais en avoir le profit immodeste, en conservant tout le mérite de la modestie, puisqu'il me venait d'une aventure dont j'étais innocente. C'était ma chute qui avait tort. Combien dans le monde y a-t-il d'honnêtes gens qui me ressemblent, et qui, pour pouvoir garder une chose qu'ils aiment, ne fondent pas mieux leur droit d'en jouir que je faisais le mien dans cette occasion-là. On croit souvent avoir la conscience délicate, non pas à cause des sacrifices qu'on lui fait, mais à cause de la peine qu'on prend avec elle pour s'exempter de lui en faire. Ce que je dis là peint surtout beaucoup de bigots qui voudraient bien gagner le ciel, sans rien perdre à la terre, et qui croient avoir de la piété, moyennant les cérémonies pieuses qu'ils font toujours avec eux-mêmes et dont ils bercent leur conscience. Mais n'admirez-vous pas, au reste, cette morale que mon pied amène? Je fis quelques difficultés de le montrer, et je ne voulais ôter que le soulier. Mais ce n'était pas assez. « Il faut absolument que je voie le mal », disait le chirurgien, qui y allait tout uniment. Je ne saurais rien dire sans cela. Et là-dessus, une femme de charge que Valville avait chez lui fut sur-le-champ appelée pour me déchausser, ce qu'elle fit pendant que Valville et le chirurgien se retirèrent un peu à l'écart. Quand mon pied fut en état, voilà le chirurgien qui l'examine et qui le tâte. Le bonhomme, pour mieux juger du mal, se baissait beaucoup, parce qu'il était vieux, et Valville, en conformité de geste, prenait insensiblement la même attitude, et se baissait beaucoup aussi, parce qu'il était jeune, car il ne connaissait rien à mon mal, mais il se connaissait à mon pied, et m'en paraissait aussi content que je l'avais espéré. Pour moi, je ne disais mot et ne donnais aucun signe des observations clandestines que je faisais sur lui. Il n'aurait pas été modeste de paraître soupçonner l'attrait qui l'attirait. Et d'ailleurs, j'aurais tout gâté si je lui avais laissé apercevoir que je comprenais ses petites façons. Cela m'aurait obligé moi-même d'en faire davantage, et peut-être aurait-il rougi des siennes, car le cœur est bizarre. Il y a des moments où il est confus et choqué d'être pris sur le fait quand il se cache. Cela l'humilie, et ce que je dis là, je le sentais par instinct. J'agissais donc en conséquence, de sorte qu'on pouvait bien croire que la présence de Valville m'embarrassait un peu, mais simplement à cause qu'il me voyait, et non pas à cause qu'il aimait à me voir. « Dans quel endroit sentez-vous du mal ?» me disait le chirurgien, en me tâtant. « Est-ce là ?»
Oui, lui répondis-je, en cet endroit même. Aussi est-il un peu enflé, ajoutait Valville, en y mettant le doigt d'un air de bonne foi. Allons, ce n'est rien que cela, dit le chirurgien. Il n'y a qu'à ne pas marcher aujourd'hui. Un linge trempé dans de l'eau de vie et un peu de repos vous guériront. Aussitôt le linge fut apporté avec le reste. La compresse fut mise, on me chaussa, le chirurgien sortit, et je restai seule avec Valville, à l'exception de quelques domestiques qui allaient et venaient. Je me doutais bien que je serais là quelque temps et qu'il voulait me retenir à dîner. Mais je ne devais pas paraître m'en douter. Après toutes les obligations que je vous ai, lui dis-je, oserais-je encore vous prier, monsieur, de m'envoyer chercher une chaise ou quelque autre voiture qui me mène chez moi? Non, mademoiselle, me répondit-il, vous n'irez pas sitôt chez vous, on ne vous y reconduira que dans quelques heures. Votre chute est toute récente, on vous a recommandé de vous tenir en repos, et vous dînerez ici. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer dire où vous êtes, afin qu'on ne soit point en peine de vous. Et il le fallait effectivement, car mon absence allait alarmer Madame Dutour. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Valville aurait pensé de moi, si j'avais été ma maîtresse au point de n'avoir à rendre compte à personne de ce que j'étais devenue? Tant d'indépendance n'aurait pas eu bonne grâce. Il n'était pas convenable d'être hors de toute tutelle à mon âge, surtout avec la figure que j'avais, car il n'y a pas trop loin d'être si aimable à n'être plus digne d'être aimé. Voilà l'inconvénient qu'il y a d'avoir un joli visage. C'est qu'il nous donne l'air d'avoir tort quand nous sommes un peu soupçonnés, et qu'en 1000 occasions il conclut contre nous. Il conclura pourtant ce qu'il voudra. Cela ne nous dégoûtera pas d'en avoir un. En un mot, on plaît avec un joli visage, on inspire ou de l'amour ou des désirs. Est-ce de l'amour? Fût-on de l'humeur la plus austère? Il est le bienvenu. Le plaisir d'être aimé trouve toujours sa place ou dans notre cœur ou dans notre petite vanité. Ne fait-on que nous désirer? Il n'y a encore rien de perdu. Il est vrai que la vertu s'en scandalise, mais la vertueuse n'est pas fâchée du scandale. Revenons. Vous êtes accoutumés à mes écarts. Je vous disais donc que mon indépendance ne m'aurait pas été avantageuse, et Valville assurément ne m'envisageait pas sous cette idée-là. Ses égards, ou plutôt ses respects, en faisaient foi. Il y a des attentions tendres et même timides, de certains honneurs qui ne sont dus qu'à l'innocence et qu'à la pudeur. Et Valville, qui me les prodiguait tous, aurait pu craindre de s'être mépris et d'avoir été la dupe de mes grâces. Je lui aurais du moins ôté la douceur de m'estimer en pleine sûreté de confiance. Et quelle chute n'était-ce pas faire là dans son esprit? Le croirez-vous pourtant? Malgré tout ce que je risquais là-dessus, en ne donnant de mes nouvelles à personne, j'hésitais sur le parti que je prendrais. Et savez-vous pourquoi? C'est que je n'avais que l'adresse d'une lingère à donner. Je ne pouvais envoyer que chez Madame Dutour, et Madame Dutour choquait mon amour-propre. Je rougissais d'elle et de sa boutique. Je trouvais que cette boutique figurait si mal avec une aventure comme la mienne, que c'était quelque chose de si décourageant pour un homme de condition comme Valville, que je voyais entouré de valets, quelque chose de si mal assorti aux grâces qu'il mettait dans ses façons. J'avais moi-même l'air si mignon, si distingué. Il y avait si loin de ma physionomie à mon petit état. Comment avoir le courage de dire « Allez-vous en à telle enseigne, chez Madame Dutour, où je loge ?» Ah, l'humiliant discours! Passe pour n'être pas né de parents riches, pour n'avoir que de la naissance sans fortune. L'orgueil, tout nu qu'il est par là, se sauve encore. Cela ne lui ôte que son faste et ses commodités, et non pas le droit qu'il a aux honneurs de ce monde, mais un si grand étalage de politesse et d'égards n'était pas dû à une fille de boutique. Elle était bien hardie de l'avoir souffert, de n'y avoir pas mis ordre par sa confusion. Et c'était là le retour de réflexion que je craignais dans Valville. Quoi? Ce n'est que cela, me semblait-il lui entendre dire à lui-même? Et l'ironie de ce petit soliloque-là me révoltait tant de sa part que, tout bien pesé, j'aimais mieux lui paraître équivoque que ridicule, et le laisser douter de mes mœurs que de le faire rire de tous ses respects. Ainsi je conclus que je n'enverrais chez personne, et que je dirais que cela n'était pas nécessaire. C'était on ne peut plus mal conclure, j'en conviens, et je le sentais.
Mais ne savez-vous pas que notre âme est encore plus superbe que vertueuse, plus glorieuse qu'honnête, et par conséquent plus délicate sur les intérêts de sa vanité que sur ceux de son véritable honneur? Attendez pourtant, ne vous alarmez pas. Ce parti que j'avais pris, je ne le suivis point, car, dans l'agitation qu'il me causait à moi-même, il me vint subitement une autre pensée. Je trouvai un expédient dont ma misérable vanité fut contente, parce qu'il ne prenait rien sur elle, qu'il n'affligeait que mon cœur. Mais qu'importe que notre cœur souffre, pourvu que notre vanité soit servie? Ne se passe-t-on pas de tout, et de repos, et de plaisir, et d'honneur même, et quelquefois de la vie, pour avoir la paix avec elle? Or, cet expédient dont je vous parle, ce fut de vouloir absolument m'en retourner. Quoi? Quitter sitôt Valville, me direz-vous? Oui, j'eus le courage de m'y résoudre, de m'arracher à une situation que je voyais remplie de 1000 instants délicieux, si je la prolongeais. Valville m'aimait, il ne me l'avait pas encore dit, et il aurait eu le temps de me le dire. Je l'aimais, il l'ignorait, du moins je le croyais, et je n'aurais pas manqué de le lui apprendre. Il aurait donc eu le plaisir de me voir sensible, moi celui de montrer que je l'étais, et tous deux celui de l'être ensemble. Que de douceur contenue dans ce que je vous dis là, madame. L'amour peut en avoir de plus folle, peut-être n'en a-t-il point de plus touchante, ni qui aille si droit et si nettement au cœur, ni dont ce cœur jouisse avec moins de distraction, avec tant de connaissance et de lumière, ni qu'il partage moins avec le trouble des sens. Il les voit, il les compte, il en démêle distinctement tout le charme, et cependant, je les sacrifiais. Au reste, tout ce qui me vint alors dans l'esprit là-dessus, quoique long à dire, n'est qu'un instant à être pensé. Ne vous inquiétez point, mademoiselle, me dit Valville. Donnez votre adresse, on partira sur le champ. Et c'était en me prenant la main qu'il me parlait ainsi, d'un air tendre et pressant. Je ne comprends pas comment j'y résistais. Faites-y attention, ajouta-t-il en insistant. Vous n'êtes point en état de vous en aller si tôt. Il est tard. Dînez ici, vous partirez ensuite. Pourquoi hésiter? Vous n'avez rien à vous reprocher en restant. On ne saurait y trouver à redire. Votre accident vous y force. Allons, qu'on nous serve. Non, monsieur, lui dis-je. Permettez que je me retire. On ne peut être plus sensible à vos honnêtetés que je le suis. Mais je ne veux pas en abuser. Je ne demeure pas loin d'ici. Je me sens beaucoup mieux. Et je vous demande en grâce que je m'en aille. Mais, me dit Valville, quel est le motif de votre répugnance là-dessus, dans une conjoncture aussi naturelle, aussi innocente que l'est celle-ci? De répugnance, je vous assure que je n'en ai point, répondis-je, et j'aurais grand tort. Mais il sera plus séant d'être chez moi, puisque je puis m'y rendre avec une voiture. Quoi? Partir si tôt, me dit-il en jetant sur moi le plus doux de tous les regards? Il le faut bien, repris-je en baissant les yeux d'un air triste, ce qui valait bien le regarder moi-même. Et comme les cœurs s'entendent, apparemment qu'il sentit ce qui se passait dans le mien, car il reprit ma main qu'il baisa avec une naïveté de passion si vive et si rapide, qu'en me disant 1000 fois « Je vous aime », il me l'aurait dit moins intelligiblement qu'il ne fit alors. Il n'y avait plus moyen de s'y méprendre, voilà qui était fini. C'était un amant que je voyais. Il se montrait à visage découvert, et je ne pouvais, avec mes petites dissimulations, parer l'évidence de son amour. Il ne restait plus qu'à savoir ce que j'en pensais, et je crois qu'il dut être content de moi. Je demeurais étourdie, muette et confuse. Ce qui était signe que j'étais charmée, car avec un homme qui nous est indifférent ou qui nous déplaît, on en est quitte à meilleur marché. Il ne nous met pas dans ce désordre-là. On voit mieux ce qu'on fait avec lui, et c'est ordinairement parce qu'on aime qu'on est troublé en pareil cas.